Donc, le but, c'est de vous faire une introduction sur la business analyse. Je remercie d'ailleurs à ce sujet Digicomp pour cette opportunité. Ce que j'ai voulu faire, c'est résumer et exprimer ce qu'est pour moi la business analyse en 25 minutes, parce que Kim Dudois, qui aussi nous a rejoint, me fait l'amitié d'accepter de faire un petit retour d'expérience, car on vient de finir une formation de 3 jours à distance. Donc l'idée, c'est de aussi vous dire que c'est possible, si vous souhaitez en savoir plus, de faire des formations à distance sur la business analyse. Donc, je n'ai pas la prétention d'être exhaustif, j'ai la prétention de vous faire une introduction, un exposé de 30 minutes sur cette business analyse autour des notions clés. Donc, j'ai fait des parties pris, il y a beaucoup de techniques, on verra, il y en a 50, il y en a certaines que j'ai choisi de mettre en avant par rapport à d'autres. Bien sûr, on peut toujours en discuter. Le BABOK, donc ce livre de référence, étant très riche. La business analyse tourne autour de 6 concepts clés que vous avez à l'écran. Donc, il y a 6 concepts qui sont autour des besoins, l'expression des besoins, la qualification des besoins, la transformation des besoins en exigences, afin de trouver la ou les solutions qui vont apporter de la valeur. Donc là, ce sont les éléments en orange que vous avez sur la diapositive. Et pour cela, on structure l'analyse et on fait dépendre cette analyse en fonction des parties prenantes, donc des personnes qui sont dans le projet, dans le programme, les clients, les fournisseurs, les membres de l'équipe qui est impliquée. On travaille ensemble sur l'analyse des changements, parce que la business analyse, c'est essentiellement ce qu'il y a aujourd'hui et ce qu'il y aura demain. On peut voir dans la nomenclature le as is et le to be, ou le aujourd'hui et demain. Et puis, tout ça, ça se fait dans des contextes économiques, sociaux, politiques, sanitaires, la concurrence. Donc, c'est toujours dans un contexte, une mise en perspective dans un contexte. Ensuite, j'ai souhaité reprendre ce schéma pour montrer les principales activités d'un business analyst. Donc, j'ai essayé de synthétiser ça entre le quoi et le comment. Le quoi, ça va être la partie que vous allez trouver en orange et le comment en bleu. Donc, le quoi, il y a l'analyse de la stratégie. Donc, c'est tout ce qui est le centre. L'analyse de la stratégie, l'analyse des exigences et la définition de la conception de la solution et l'évaluation de cette solution. Donc, c'est vraiment essayer de comprendre comment on va générer cette valeur par rapport à ces critères qu'on vient de voir. Donc, les parties prenantes, le contexte, générer la valeur et puis donc les besoins. Donc, besoin ou exigence, c'est vrai que c'est le cœur de l'activité de la business analyse, mais il n'y a pas que ça. Un business analyst ou une business analyst est aussi en capacité de vous faire une évaluation de la solution et de vous faire une évaluation de la stratégie de l'organisation ou de l'entreprise au regard de ces changements et au regard de cette solution ou de ces solutions. Et puis, il y a le comment. Donc, le comment, c'est tout ce qui tourne autour de la planification, de l'élicitation. Alors, l'élicitation, c'est le terme anglais. On pourrait dire clarification, vulgarisation, explication. Et puis, la collaboration, c'est important de travailler ensemble. Un BA n'est jamais seul, il est toujours avec d'autres personnes, d'autres experts, les chefs de projet, les référents techniques, le client, les métiers. Et tout ça, c'est un cycle de vie, parce que c'est itératif et incrémental. Ça veut dire qu'on le fait plusieurs fois et on va de plus en plus profond. On va de plus en plus en profondeur en connaissant le sujet. Donc, c'est pour ça que vous avez sur ce schéma des flèches. Alors, les BA, nous adorons les flèches et les boîtes. Ça, c'est un grand truc chez nous. Mais c'est pour ça que vous avez donc ces flèches qui interagissent pour montrer qu'il n'y a pas vraiment un début, il n'y a pas vraiment une fin. On va le faire plusieurs fois et ensemble. C'est ça le message clé. Est-ce que, Christian, à ce stade-là, il y a des questions? Ah, je crois que tu es resté en mute. Ok, alors je continue. N'hésite pas à m'interrompre Oui, avec un petit chat. je vais le faire. D'accord. Euh, Ensuite, c'est pour vous montrer, j'ai 2 autres aspects que je souhaite partager avec vous autour de la business analyse. Il y a le BABOK, donc cet ouvrage de référence, le Business Analysis Body of Knowledge, l'ouvrage de référence sur la business analyse, présente 50 techniques, donc qui sont des méthodes et des outils
pour faciliter cette business analyse. Donc, j'en ai choisi quelques-uns de ces outils ou quelques-unes de ces techniques ou de ces méthodes. Donc, une assez technique qui est le diagramme de classe. C'est une technique qui est issue de l'UML, donc Unified Modeling Language. Alors, vous pouvez faire de l'UML sans être un BA, mais la BA utilise, la business analyst utilise aussi l'UML. Donc, c'est pour, quand vous communiquez avec vos informaticiens, c'est quelque chose qui peut les aider. Alors, pas toujours, mais ça peut les aider. Donc, c'est la notion d'objet, tout ce qui est la programmation orientée objet. Et donc, l'idée, là, c'est d'illustrer des relations que vous avez entre des objets en programmation. Donc, vous avez, par exemple, en ce moment, on en fait beaucoup, des commandes. Donc, vous allez acheter des choses en ligne. Donc, vous allez placer un achat, un ordre d'achat, une commande qui va contenir des produits qui vont être stockés ou qui vont être mis à disposition digitalement ou physiquement. Et pour ça, vous allez être un client ou c'est le principe de ce zéro, par exemple. Vous dites dans la relation que vous avez entre votre commande d'achat, votre panier, et le fait que vous soyez un client, vous pouvez être un client ou vous pouvez ne pas être un client. Donc, vous allez spécifier avec votre software engineer, votre développeur, le type de relation que vous avez entre ces différents objets, ces différentes entités. Ensuite, rapidement, dans la partie centrale, c'est les attributs. Donc, c'est en gros quel type de données vous allez exprimer dans cet objet. Un objet, c'est comme un… Là, il faut imaginer que cette classe, c'est un moule à objet. Donc, tous les achats ou tous les ordres vont avoir le même type de comportement. Et là, ce sont les méthodes, donc ce que vous pouvez faire sur ces objets. Je continue. Un tout autre contexte pour vous montrer que c'est très diversifié. Là, on est sur du mind mapping, donc c'est peu technique. C'est exprimer une idée au centre. Là, ce sont des règles de modularisation, parce que je suis rédacteur à la base. Donc, j'ai conceptualisé une méthode en 5 grands points pour aider à la rédaction de documents. Et là, c'est une vulgarisation de cette méthode avec des images et donc le mind mapping, qui a pour principe que vous avez une idée au centre, là, la modularisation, et vous avez ensuite des branches qui expriment des sous-idées, et vous pouvez continuer comme ça à creuser ou à approfondir. Un autre exemple, c'est l'arbre de décision. Vous avez un critère, vous allez visualiser donc différents choix possibles. À chaque fois, là, par exemple, vous avez des nœuds, vous avez 3 nœuds selon des montants, et ensuite, vous avez des branches, enfin, vous avez un nœud, pardon, au niveau du montant, puis vous avez des branches qui sont des options, des choix, qui s'offrent à vous en fonction du respect ou non de certains critères. Ça, c'est un outil qu'on utilise aussi en business analyse. Et je vous ai mis un exemple en bas pour vous montrer que suite à l'arbre de décision, donc c'est un exemple que j'ai pris de Concept Draw, suite à l'arbre de décision, ils ont fait une sorte de schéma qui explique quelle décision on doit prendre en fonction de quel cas. Donc c'est très pratique, puisque plutôt que de le lire, ça, vous le visualisez. Donc c'est un outil d'aide à la décision visuelle. Ensuite, donc, vous avez aussi des analyses coûts-bénéfices. Donc, la BA, c'est aussi une question d'analyse d'argent, de risque, de coûts, de bénéfices, récurrents, pas récurrents, associés. Donc, ça, je souhaitais aussi le mentionner. Et puis, vous avez la chaîne de valeur. Donc, pareil, la chaîne de valeur, ce n'est pas que de la BA, hein, c'est du value stream mapping, c'est lié au Lean, mais on le retrouve dans le BABOK. Donc, le BABOK s'inspire d'autres approches ou d'autres méthodes, d'autres frameworks. Donc là, l'idée, c'est de voir donc, quels processus sont bloquants, là où il y a des retards, des gaspillages. Pour ceux qui connaissent Lean, ça vous parlera avec Muda, Muri, Mura. Et donc, de se faire une projection sur les actions possibles pour tendre vers un processus, là aussi on parle de changement, pour tendre vers un processus futur qui va améliorer la situation en apportant une nouvelle solution aux parties prenantes. Un autre exemple, c'est le registre de risque. Donc là, vous avez par exemple la situation où l'événement est à risque, les conséquences que l'on a, sa probabilité et son impact avec son niveau moyen actuel, et puis ce que vous projetez de mettre en place en action corrective, préventive,
qui est le responsable, ça c'est important, pour chaque risque, il doit y avoir une personne qui est accountable, responsable. Et ensuite, ce que vous allez identifier, mesurer, planifier comme un risque résiduel. Et là, vous recommencez probabilité, impact, niveau de risque. Donc ça, c'est un moyen de gérer le risque qu'on appelle un registre des risques. Et là, vous pouvez identifier les situations à risque, les conséquences de ces risques, la criticité, qui est une résultante de la probabilité, de l'impact, de la fréquence et de l'urgence, qui sont des notions que l'on voit lors de ces 3 jours d'introduction, avec des exemples concrets, et puis des planifications des actions qu'on peut en tirer. Un autre exemple, une autre technique, là il y en a deux, c'est le BPMN, Business Process Model and Notation, pour visualiser des processus, c'est le qui fait quoi. Et ensuite, vous avez une matrice, donc RACI, qui vous informe sur le qui fait quoi par tâche ou action. L'idée là, c'est que vous avez, pour chacune des lignes, vous n'avez qu'un seul et unique responsable, ou une seule et unique responsable. Vous pouvez avoir des personnes qui sont impliquées et des personnes qui sont consultées et informées. À ce moment-là, ça va vous permettre de clarifier qui fait quoi. Et il peut y avoir une correspondance, c'est souhaitable, entre ce que vous visualisez en haut, où vous avez une ligne, ce qu'on appelle un couloir de nage ou swim lane, qui vous explique tout ce que fait cet acteur, ce rôle, avec des codifications dans lesquelles je ne vais pas rentrer maintenant, mais ça, c'est normé. Et après, donc, vous le visualisez et après, vous pouvez le regrouper et dire, voilà, pour tout notre processus, à chaque étape, on a identifié une personne accountable, en français responsable, pour cette action, cette tâche, selon la granularité à laquelle vous êtes. Je terminerai par l'étude d'un cas concret, qui est un distributeur à billets de banque. Souvent, quand on parle de business analyse, on parle d'exigence, et on a bien raison d'en parler. Comme je l'ai dit, ça fait partie de la business analyse. Il y a aussi d'autres choses, l'analyse de la stratégie, de l'organisation et l'analyse des solutions, soit existantes, soit à mettre en place, soit adaptées. Et au niveau des exigences, on a plusieurs types d'exigences. On a notamment les exigences métiers, donc ce qui fait qu'on a la raison de ce changement au niveau de l'organisation ou de la structure. Les exigences des parties prenantes, parce que ces personnes, elles ont, chaque entité, département, équipe, a des objectifs métiers à atteindre. Une exigence de solutions, en distinguant des solutions et des exigences qui sont fonctionnelles et des exigences qui sont non fonctionnelles. Donc, comme c'est une notion pas forcément facile à aborder, je vous ai donné 2 exemples, alors non exhaustifs, d'exigences fonctionnelles et de non fonctionnelles. Quand vous allez en face d'un distributeur, vous voulez retirer de l'argent, ou en Suisse, on peut le faire, je sais que certains pays, pas forcément, on peut consulter le solde de son compte, donc voir l'argent qu'on a sur son compte. Et non fonctionnellement, il faut que ce soit disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous n'avez pas d'horaire pour un distributeur à billets, vous en avez pour un guichet, pas un distributeur. Et puis, bien sûr, vous attendez à ce que les transactions que vous allez faire, que ce soit des consultations ou des retraits, soient sécurisées. Donc ça, c'est du non fonctionnel. Il y a une méthode qui s'appelle FURPS, qui a été mise au point par HP et IBM, qui donne une catégorie d'exigences non fonctionnelles, où vous retrouvez de la performance, vous retrouvez de la supportability, donc tout ce qui est lié au langage, lié à l'échelle, aux échelles. Si vous avez un distributeur, 100 distributeurs, 1000 distributeurs, ce n'est pas forcément les mêmes exigences. Donc ça aussi, on le voit pendant ces 3 jours. Et puis, vous avez des exigences de solution et vous avez des contraintes, comme par exemple une contrainte physique qui est la limite du stock de billets que le distributeur a à sa disposition. Donc voilà un cas. Et je terminerai par 2 méthodes qui sont fondamentales pour moi dans la business analyse, c'est les user stories et les use cases. Donc les user stories, les récits utilisateurs, qui vous expliquent un peu le qui fait quoi et pour quelle raison, pour quelle valeur. Donc j'ai continué avec mon exemple du distributeur à billets. En tant que client de la banque, je veux pouvoir retirer des billets de banque depuis le distributeur à billets, le DAB, afin de disposer de mon argent à tout moment. Et j'ai des contraintes, soit en tant qu'individu, soit que le système me donne, qui sont qu'il faut que je sois authentifié comme client, ou en tout cas authentifié, pas forcément comme client de la banque. Je peux avoir des cartes qui me permettent de ne pas être client de la banque, mais il faut que je sois authentifié. Il faut que j'ai bien sûr un solde suffisant. Il faut que j'ai de l'argent à pouvoir retirer.
Donc, les objectifs des user stories, c'est de favoriser une conversation, c'est de clarifier des besoins et c'est de mieux identifier des critères d'acceptation et d'évaluation ainsi que de contribuer à clarifier les rôles. Parce que si vous avez comme ça sur votre processus ou votre projet, quelques phrases simples qui vous expliquent ce que, en tant que rôle, vous attendez et quelles valeurs vous en tirez, alors ça va permettre une meilleure compréhension au sein de l'équipe ou au sein du département sur le qui fait quoi. Et ensuite, quels sont les critères que l'on va pouvoir établir pour voir si on peut accepter ou pas les solutions qui sont proposées. Et enfin, je terminerai par donc le cas concret du use case, qui est le cas d'utilisation. Alors, il y a deux types de use cases qu'on utilise dans la business analysis, qui sont tous les deux référencés dans le BABOK, le Business Analysis Body of Knowledge, comme je l'ai dit. C'est la forme graphique et la forme scénario textuel. Donc là, je vous ai montré un exemple. Vous avez votre client, votre acteur principal, et vous voyez les interactions qu'il fait avec le système. Le système, en l'occurrence, c'est le DAB, le distributeur à billets. Et vous voyez que vous avez des acteurs dits secondaires, d'autres personnes, qui viennent contribuer à faire que le système fonctionne. Donc, toutes les actions principales que vous pouvez faire en tant que client, vous les avez en haut à droite de votre écran. Vous pouvez effectuer un virement, vous pouvez retirer de l'argent, consulter un compte. Et les actions implicites, ou ce qu'on appelle inclus, sont liées à l'authentification que j'évoquais tout à l'heure. Donc, vous avez des symboles avec des ronds, des flèches, des tirets qui vont vous permettre de notifier tout ça, de représenter tout ça. Et je dirais ensuite, vous avez la phase textuelle où là, c'est ce qu'on a fait ensemble avec notamment Kim de lundi à mercredi cette semaine. Et donc, c'est ce qu'on a fait à 4. On a fait un use case autour de ce distributeur à billets de banque. Voilà, je souhaite maintenant… Ah oui, encore j'ai deux choses. Là, c'est issu de l'IIBA Genève. Donc, merci à mes collègues de l'IIBA Genève, auxquels d'ailleurs j'appartiens, je suis dans l'association. J'ai emprunté cette fresque parce que pour moi, elle résume visuellement très bien ce que la business analyst peut apporter en termes de facilitation, de gestion d'exigences, de planification, d'alignement, comme c'est quelque chose de visuel et de structurant, ça permet d'aligner et donc de résoudre des problèmes en apportant des solutions. Je vous remercie. Je reste très volontiers disponible. Et puisque Kim m'a fait l'amitié d'être là aujourd'hui, si tu veux dire quelques mots, Kim, c'est avec plaisir. Merci beaucoup, Vincent. C'est très intéressant. Oui, donc peut-être, Kim, si vous nous entendez. Oui, c'est tout bon. Merci beaucoup. Avec plaisir. Donc oui, je me présente rapidement pour mettre un petit peu de contexte. Donc, je m'appelle Kim, je suis business analyst depuis 3 mois, donc toute débutante sur mon poste. Et donc, j'avais cette envie d'en savoir un peu plus sur les techniques de la business analyse, sur le BABOK qui est impressionnant et qui fait un peu peur à première vue. Et donc, ces 3 derniers jours, j'ai eu la chance de faire cette formation avec Vincent. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que malgré le fait qu'on était sur un livre très théorique, on a approfondi les sujets avec des cas concrets et des cas qu'on rencontre dans nos entreprises. Donc là, pour le coup, on était 3 participants et Vincent, en plus, étant formateur, qui a aussi ses expériences à partager. Donc, c'était très riche en termes d'échanges parce que on était tous dans des structures différentes, de plus ou moins grande taille, avec des contextes et des difficultés différentes. Et à travers les différents exercices, on a pu mettre en œuvre et voir aussi des solutions. Donc, expérimenter à travers une formation des solutions dont on peut se servir après par la suite, c'est aussi très concret et très intéressant.
Ça m'a donné une bonne vision générale de la BA et ça me donne envie d'en apprendre plus et d'en savoir plus sur les méthodes, sur les outils. Et puis, pourquoi pas se certifier puisqu'on peut, à l'issue de cette formation, prétendre à une certification. Voilà, globalement, je remercie encore une fois Vincent et puis Merci l'ensemble à des toi. participants pour cette formation. Merci beaucoup, Kim, pour ce retour. Je souhaite mettre à profit les 5 dernières minutes pour favoriser l'échange. Donc, Christian, à ton écoute ou à l'écoute des chats que tu as pu recevoir. Oui, je vois qu'il y a quelqu'un qui écrit merci, c'était clair, j'ai une expérience Product Owner et j'aimerais avoir une certification BA. Quel effort pour avoir la certification équivalent PMP? D'accord. Alors, moi, je fais le chemin inverse actuellement. Je suis en train de me préparer à la certification de Product Owner selon le framework Scrum. Donc, je dirais qu'il y a beaucoup d'analogies parce qu'il y a cette volonté de dégager de la valeur en utilisant les bonnes fonctionnalités qui sont dans le backlog, donc de la liste des fonctionnalités, et de la valeur qui va être apportée à la solution. Donc, vous retrouverez, madame ou monsieur, je ne sais pas, vous retrouverez beaucoup de points communs et des choses compatibles. Je dirais que le BABOG va plus loin dans les outils, dans les techniques. Et comme l'évoquait Kim, ça permet d'avoir une boîte à outils pour justement aller analyser en fonction de ces contextes les changements requis, ce qu'on doit implémenter dans la solution. Et en tant que product owner, vous êtes la bonne personne pour être garant que la valeur soit apportée via cette solution. Donc c'est tout à fait complémentaire et intéressant. Il y a une autre remarque ici qui dit, quelqu'un dit que c'était très clair et précis, juste ajouter que ce n'est pas seulement une pratique d'informaticien. Tout à fait. Ah oui, oui, bien sûr. C'est pour ça que j'ai essayé de mettre des exemples graphiques comme le mind mapping. Le mind mapping, vous pouvez l'utiliser dans n'importe quel contexte. Bien sûr, il n'y a pas que de l'informatique. C'est vrai qu'en tout cas en Suisse romande, c'est souvent associé à de l'informatique, mais il n'y a pas que de l'informatique, très clairement. C'est pour ça que tu as aussi parlé un peu du graphique tout à l'heure, non? Oui, Tu avais ça, tu parlais du scénario du graphique, n'est-ce pas? tout à fait. Dans l'exemple que j'ai donné sur le billet de banque, bien sûr qu'on peut avoir une interface avec un OS, enfin, un système informatique, mais tous les échanges que vous pouvez avoir entre les acteurs ne sont pas forcément liés justement à ce système informatique. Hier, dans l'exemple que l'on a fait entre l'acteur principal, le client, et l'acteur secondaire, le guichetier, on a demandé dans notre scénario que le client interagisse avec le guichetier pour changer à partir des billets de banque qu'il a reçus et avoir des coins, des pièces de monnaie. Donc là, une machine ne peut pas le faire. Et donc, il y a une interaction entre deux humains, deux personnes. Et ça, il n'y a pas forcément toujours de l'informatique dans la BA. Et ça, la BA peut aussi l'expliquer ou l'expliciter, le clarifier. Il y a une autre question sur la BA et méthode agile. Est-ce conciliable et comment? Oui, c'est tout à fait conciliable. Comment? Alors, ça serait c'est complexe de répondre en 30 secondes, mais Tu prends une minute. même une minute, c'est compliqué. Non, c'est une même philosophie quelque part qui est autour d'un mot magique qui est la valeur. Donc, il faut apporter cette valeur via des solutions, via des changements de processus, via des critères d'évaluation et d'acceptation. Et ça, on le retrouve aussi bien dans le framework d'agilité, autour de la gestion de produits ou d'activités de Scrum, qu'autour de la business analyse. Donc, c'est tout à fait complémentaire. Alors, une autre question, est-ce que la certification BA amène réellement de la valeur sur le marché de l'emploi? Et est-ce que la certification IIBA est la meilleure? Alors, la deuxième, je vais répondre par la deuxième. Je ne peux pas me prononcer sur si c'est la meilleure. Moi, c'est celle que j'ai. J'ai le CBAP, il y a 3 niveaux ou 3 étapes de certification.
Il y a le CBA, à laquelle vous pouvez prétendre à l'issue de cette formation, comme l'a dit Kim, puisqu'il faut 21 heures, et c'est ce que nous faisons sur les 3 jours, qui est l'entrée, la certification pour débuter. Et il y a le CBAP, Certified Business Analysis Professional, qui est celle qui nécessite, en fonction d'un certain nombre d'années d'expérience et de critères, donc qui nécessite ça pour l'obtenir. Je dirais que c'est, pour répondre à la question, c'est la plus reconnue, en tout cas, c'est celle que je vois le plus souvent quand je cherche des missions ou un travail. C'est celle oui, qui est la plus demandée. Et maintenant, par rapport à la première question, est-ce que ça génère vraiment un intérêt? Je dirais que oui, ça fait 10 ans que je fais de la business analyse. Au début, on ne parlait pas de CBAP, on ne parlait pas de BABOK, on ne parlait pas d'IBA. Maintenant, alors c'est ce que j'évoquais aussi lors de l'atelier hier, je disais que maintenant, on me parle de certification et du bon niveau. Pendant un moment, il y a 3-4 ans, on me disait, est-ce que vous êtes certifié BABOK? Alors, je leur disais que je n'étais pas certifié BABOK, j'avais une certification qui était basée sur un livre, un corpus de connaissances, qu'est le BABOK. Donc, ce que je vois aussi, c'est que le marché mûrit. L'IBA n'était pas connu il y a quelques années, ça l'est beaucoup plus maintenant. Ça l'était certainement par quelques experts, mais ce n'était pas communément identifié. Maintenant, le BABOK est identifié et on commence à voir des niveaux de certification qui le sont. Donc oui, il y a un intérêt à se certifier. Et vous avez d'autres associations. Hein. Il y a une association en Allemagne, les REB. Il y a PMI aussi qui propose une certification en business analyse, mais qui, à ma connaissance, moi je suis certifié PMP, donc sur la gestion de projet de PMI. Quand j'ai vu ce qu'ils proposaient, c'est intéressant, mais c'est très, très centré sur les exigences. Et l'avantage du BABOK, c'est que vous avez une boîte à outils qui vous permet de faire non seulement des exigences par rapport aux besoins, mais aussi l'analyse de la stratégie d'organisation et l'analyse des solutions. Voilà. Donc, je dirais que pour moi, celle que je recommande, c'est quand même celle-là parce que c'est la plus complète. Mais ça n'engage que moi. Je ne sais pas si tu es en train de lire le chat parce que je pense que tu viens de répondre à la question suivante. Alors, il y a quelqu'un qui dit merci pour la présentation et PMI propose désormais aussi un livre et une certification de BA. Oui. Est-elle très différente que celle du BABOK, je pense? Alors, oui, elle est différente pour ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire qu'elle est quasiment centrée que sur la partie besoins et exigences. Il y a très peu, il y a très peu le reste, en fait. Ah oui, c'est parfait. Je vois qu'on est maintenant à 14h30. Alors, le DigiSnack, normalement, devrait être 14h30. Voilà. Mais il y a encore une autre question, si tu permets, Vincent. Il y a quelqu'un qui demande, est-ce qu'il y a une version en français du BABOK disponible? Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, je remercie Kim parce que je vois qu'elle vient de partir, elle devait quitter à 14h30. Donc, oui, il y en a une, c'est nos amis canadiens, québécois qui l'ont traduite. Donc, il y a parfois quelques petits mots amusants, mais c'est tout à fait compréhensible. Donc, ça existe. Par contre, c'est une version qu'il est possible de télécharger depuis le site de l'IBA seulement si on est membre. Donc, vous pourrez trouver le BABOK en anglais, en français, en japonais et probablement dans d'autres langues. C'est les 3 que je sais qui existent. Il y a beaucoup de gens qui disent merci. Moi, je vais me joindre. Merci à vous. Encore. Merci, Vincent. Je vais me permettre de reprendre l'écran et dire que nous avons, chez Digicomp, dans les dernières semaines, mis plus que 80 formations virtuelles en direct maintenant en ligne qui sont disponibles maintenant chez nous. Et là, Kim Doudois vient de donner un retour d'expérience. Elle a partagé son expérience avec une formation qu'elle a fait avec toi dans les derniers jours et on a eu beaucoup de retours aussi sur ce nouveau format et aussi là maintenant avec DigiSnack, on essaie aussi de faire essayer ce nouveau format. Alors, on a encore d'autres DigiSnack à proposer. La semaine prochaine, ça va être à nouveau le vendredi. Il y aura Lauriane Demalière qui va parler tous innovateurs avec le design thinking. Alors, cette fois-ci, ça va être le vendredi à nouveau et début 14h. Alors, il y a aussi nos collègues à Zurich qui ont mis en ligne le DigiSnack. Alors, il y a pendant toute la semaine, pour ceux qui parlent, qui comprennent l'allemand, qui sont intéressés, il y en a encore 4 autres DigiSnack dans la semaine prochaine, en plus de Lauriane vendredi prochain.
Alors, je vous remercie encore, surtout Vincent et à vous tous pour votre attention et pour tous vos commentaires sur le réseau social. Il y a le DigiSnack que vous pouvez l'utiliser. Et puis, bien sûr, aussi toujours par email si vous voulez m'écrire ou écrire chez Digicomp. Alors, merci encore, à bientôt et joyeuse Pâques à tous et à toutes. Merci beaucoup, Christian. Merci à toutes et à tous et je reste disponible pour toute question.